Bonjour les gens, alors vidéo numéro 27, je vais vous parler de la foudre en boule. Alors la foudre en boule, c'est un phénomène dont l'existence même est encore contestée par certains. Les boules seraient une forme que prend la foudre. Alors le problème, c'est que les boules de feu blanc nous font basculer dans l'irrationnel. Alors objet inanimé, avez-vous donc une âme? Alors la boule de foudre est-elle un objet inanimé? Sûrement pas. D'après nos grands-mères qui en racontent de drôles, l'une d'elles fut encerclée par la foudre en boule. Comme au ralenti, la boule de feu fit plusieurs fois le tour de la femme, sans lui causer d'autre ennui qu'une vive frayeur et un insolent tour de passe-passe. En se déshabillant le soir, elle n'avait plus de sous-vêtements, brûlés, pourtant sa peau était intacte, ainsi que ses vêtements. Alors humour de foudre, fantasmagorie, facétie ou non, il semble en tout cas que l'éclair en boule soit moins rapide que l'éclair normal, et sans réel danger pour l'homme. Tout se passe comme si on avait affaire à une miette d'éclair, une sorte d'étincelle fulgurale. La boule serait le résultat d'un éclatement avec une conscience en plus, ce qui devient surréel. Voilà pourquoi plusieurs scientifiques refusent encore d'admettre son existence, ou prétendent qu'il s'agit d'un phénomène de toute autre origine que la foudre. Pardon. Alors reste que le vaste domaine de l'électrostatique et de l'électromagnétique sont encore peu connus, et surtout méconnus. Au Royaume-Uni, on a vu des boules de feu blanc circuler à faible allure au-dessus des champs de céréales, les crop circles, la nuit sous un ciel sans nuages, tandis que se dessinait un crop circle, voilà, cette nuit-là, il n'y avait pas d'orage à moins de 300 km. Avait-on affaire à un phénomène de foudre globulaire ou à toute autre chose? Il est vrai qu'on peut parfois se le demander. Pardon, alors la connaissance de la foudre et de la fulgurologie fait partie du patrimoine culturel surhumain depuis des milliers d'années. Les dieux d'avant ont utilisé la foudre dans toutes sortes d'applications, et ils savaient que l'éclair en boule est bien moins dangereux pour l'homme. Leur machine à foudre visait donc à éclater les éclairs. C'était le rôle des cercles de grandes pierres à polarité alternée, comme à Avebury, ou des murs cyclopéens sur le même modèle, ou comme à Cusco ou Teotihuacan, je crois que c'est au Mexique. Le principe de fonctionnement était grosso modo celui de nos centrales électriques. L'énergie reste l'énergie. Pourtant, la fulguro-électricité ne ressemble ni à l'hydroélectricité ni au nucléaire. Les centrales fulgurales ne produisent pas de watts, du courant électrique, mais des boules de foudre, et ces entités ne se comportent pas comme du courant électrique. Elles semblent sortir du cadre physico-chimique habituel. Pour les comprendre, il faut élargir le cadre de l'électromagnétisme. Il faut se référer à la bioénergie ou l'énergie vrile. Alors l'éclair en boule se déploie dans l'énergie vrile, très différente du courant électrique. Elle se transmet sans support métallique, des pierres polarisées, alignements de menhir ou cathédrales gothiques sont le meilleur moyen de la canaliser. Le vril suit aussi les filets d'eau. Dans l'enseignement traditionnel, cette énergie qui court à travers la terre est appelée la vouivre ou vouivre. Alors la vouivre, c'est considéré comme une espèce de, je sais pas, de serpent antique, invisible ou pas, je sais pas, et en feu avec des ailes qui serait là, bon, c'est le monde subtil, mais je pense que c'est un rapport avec les énergies, les lignes qui serpentent dans le sol, et les croisements aussi avec la Kundalini qu'on a tous là au sacrum, ça part de là, et la montée de Kundalini apparemment c'est l'éveil, c'est vous avez accès à tout un tas de choses, apparemment c'est incroyable. Donc on sort ici du cadre étroit de la physique classique. En tant que manifestation du vril terrestre, les boules de foudre ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Elles ressemblent à des êtres conscients, capables de choix, d'action, de création, voire d'humour dont nous faisons les frais. A-t-on affaire à des êtres intelligents, ou encore à des objets téléguidés par des êtres intelligents? Les crop circles qui ornent les champs du Wiltshire pourraient être tracés par des boules de feu blanc. Il est vrai qu'on en sait guère plus sur les crop circles que sur les éclairs en boule. Deux énigmes qui semblent liées, en fait. En ce domaine, on ne peut qu'avancer avec de grandes précautions. Alors, sont-elles des émissaires d'entités supérieures? Ils disent que l'information, la lumière, les éclairs, les boules transmettent de l'information. C'est pas juste quelque chose qui est là comme ça.
Alors, les boules de feu blanc sont-elles le mystère ou la clé du mystère? Une seule certitude, tenace, il semble que notre civilisation traite la question de l'énergie par le mauvais bout. La physique quantique nous enseigne qu'il n'y a pas d'énergie sans information. Voyez. Or, ces données que l'énergie transmet, qu'en faisons-nous? Pourquoi les négliger? La seule information dont EDF reconnaisse l'existence, c'est celle qui marque au compteur la quantité facturable. Voilà, alors je vous parle aussi de l'énergie d'éveil. Une des grandes merveilles de la science des anciens est sans conteste l'énergie vrille. Nous avons vu comment a été utilisée cette électricité atmosphérique dans la haute antiquité. Le plus curieux, c'est que sa fonction triviale, qui est quasiment celle de l'électricité ordinaire, est restée en usage à travers les siècles jusqu'à une époque récente. Tout se passe comme si la fée électricité n'avait jamais été oubliée très longtemps. Mais aujourd'hui, on la paye. Voilà, mais à côté de cet usage trivial, j'ai acquis la certitude que l'énergie vrille avait une fonction sacrée, celle de transformer l'homme en Dieu en restaurant les pouvoirs perdus qui résultent de l'utilisation synchrone des deux hémisphères cérébraux. Vous voyez, s'ils sont en connexion, les deux hémisphères, là c'est bon, il y a tout qui se réveille. Le vrille, soigneusement dosé, augmenter la tension électrique du système nerveux central et déclencher une montée de Kundalini. Vous voyez. Alors la technique en était probablement fort complexe, ce qui explique qu'après avoir été parfaitement maîtrisée par les anciens, la connaissance exacte s'en soit perdue graduellement. Vous voyez, donc on sait très bien qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a plus rien qui persiste de tout ça. On ne sait pas où c'est passé. Voyez, les informations ont été détournées. On se demande par qui, c'est incroyable, vu le monde dans quel état il est aujourd'hui, on se pose bien des questions. Transmise, voilà, donc la connaissance exacte s'en soit perdue graduellement, transmise aux seuls initiés. Ah, des initiés, tiens, comme les Lévites, qui étaient seuls habilités à manipuler l'arche d'alliance. Alors, quelle que soit l'époque, la latitude et les circonstances, il semble que nos ancêtres aient toujours recherché l'éveil, l'illumination et la plénitude intérieure. Alors, d'innombrables techniques ont été utilisées dans ce même but. Le bas-relief égyptien qui suit montre l'utilisation de ce que je pense être des caissons avril, sur le modèle des caissons hyperbares, des plongeurs ou des caissons de déprivation sensorielle des années 80. Donc voilà, ils connaissaient tout un tas de choses. On notera la présence de câbles électriques reliant les caissons à des générateurs. Allongé nu dans ce caisson, le postulant recevait son baptême au vrille. La décharge convenablement réglée assurait l'éveil sans risque majeur. On notera aussi que les câbles se raccordent au caisson par une grande fleur de lotus, symbole d'éveil. La fleur de lotus bleue était consommée pour ses pouvoirs psychiques, comme la stimulation de la Kundalini qui provoque l'éveil. Sur le caisson figure un serpent, symbole de la Kundalini qui se déploie. On peut y voir aussi le filament dans une ampoule électrique. Les deux interprétations sont très compatibles. Alors, ce bas-relief montre des géants manipulant un appareillage où l'on retrouve le pilier Djed ainsi que des êtres plus petits qui participent à l'activité en cours, quelle qu'elle soit. Alors, je vous montre la petite photo là. Bon, elle est connue, cette photo. Voilà, ils utilisaient cette espèce de grosse ampoule, de tube, avec un filament derrière. Comme on peut s'y attendre, les égyptologues unanimes voient dans le pilier Djed je ne sais quelle allégorie qu'ils sont les seuls à connaître. Moi je ne suis pas égyptologue, j'y vois ce que tout le monde voit, un appareil, une machine électrique qui servait à quelque chose d'utile, comme provoquer une montée d'énergie par exemple. Le pilier Djed est souvent représenté avec des bras qui soutiennent ici un des caissons. Cette façon de créer le contact fait penser au vrille. En égyptien ancien, Djed signifie stabilité, durée. Un indice qui m'amène à penser que le Djed pouvait servir à prolonger l'existence des dieux mortels, comme le Soma pour les dieux hindous, l'ambroisie pour les dieux olympiens et l'hydromel pour les dieux celtes. Un petit coup de survoltage et hop, l'ADN était rectifié, le sujet rajeunissait. Vous voyez donc tout a un rapport. Il y a l'épiphyse, l'ADN, l'énergie vrille, la foudre, les boules de foudre.
comment dire, notre ADN, hein, on est sur 2 brins, mais on en a 12 normalement, 12, 13, je sais pas, 12 normalement. Et on dit que les 10 autres sont en sommeil, ou n'existent pas, ou c'est de l'ADN poubelle, c'est juste des conneries. Je veux dire, c'est de l'ADN qui n'est pas utilisé tout simplement. Et donc c'est vrai que cette montée de Kundalini, elle fait qu'elle peut éveiller d'autres brins, et d'autres pouvoirs, d'autres capacités, d'autres... Ouais, tout un tas de trucs. Alors... voilà, donc voilà ce que cette image me raconte. Hein. Toutes les images parlent, même si peu de gens comprennent leur langue. Les différentes scènes des bas-reliefs ou des fresques égyptiennes sont si précises qu'on peut penser que chaque détail est signifiant. On n'a pas le droit d'en négliger un seul. Le djinn n'est pas un symbole, c'est un appareil précieux, d'une utilité majeure, d'où son omniprésence dans l'iconographie égyptienne. Voilà. Alors si Garcia n'a pas saisi l'aspect sacré du vril antique, il est néanmoins persuadé de l'utilisation électrique des pyramides. Des pyramides américaines et égyptiennes étaient posées sur une couche de mica, isolant électrique naturel, encore utilisé de nos jours. Cette couche de mica servait manifestement à isoler un édifice soumis à de fortes tensions électriques, de façon que la charge ne soit pas mise à terre. Vous voyez, les anciens tenaient à récupérer cette précieuse énergie. Et aujourd'hui on dit les paratonnerres qui canalisent... bon mais je l'avais dit, hein, les buildings, tout ça, où ils récupèrent l'énergie de la foudre. Alors la pyramide conique de Silbury, près d'Avebury, dans le Wiltshire, montre parfaitement les différentes utilisations de l'électricité atmosphérique dans un passé lointain. Ce type de pyramide abonde dans nos régions. La plupart d'entre elles ne sont pas répertoriées, ni même remarquées tant elles font partie du paysage. S'il en existe près de chez vous, s'il vous plaît, envoyez-moi une photo. Voilà. Bon, terminus, fin de la foudre en boule. Je vais vous parler de l'énergie fulgurale. Alors vous allez voir, c'est pas mal. J'espère que je vais pas... Ouais, je vais revenir sur la prochaine vidéo, sur l'énergie fulgurale. Voilà. Bon, salut.